Depuis ce mardi 22 avril, l'Église est en deuil et les 135 cardinaux électeurs doivent désormais se réunir en conclave. Isolés, sans contact avec l'extérieur, ils devront désigner le 267e pape de l'histoire. Mais au-delà du secret du vote, c'est une véritable bataille d'orientation qui se joue. Trois grands courants s'opposent aujourd'hui au sein de l'Église et chacun veut exercer son influence et imposer sa vision pour l'après-François. On vous explique. Le conclave, c'est le moment où les cardinaux électeurs, ceux qui ont moins de 80 ans, se réunissent au Vatican. Sans téléphone, sans contact avec l'extérieur, les cardinaux restent enfermés dans la chapelle Sixtine jusqu'à ce qu'un nom atteigne les 2/3 des voix. Officiellement, tout homme baptisé peut être élu. Mais depuis le XIVe siècle, tous les papes ont été choisis parmi les cardinaux. Et cette fois, l'enjeu est particulièrement délicat, car l'Église est fracturée. Marco Politi, journaliste spécialiste du Vatican, parle même d'un clergé en guerre civile depuis une dizaine d'années, et ce, en réaction aux réformes de François. Il parle même d'une Église universelle déchirée entre trois grandes orientations, parmi lesquelles les cardinaux devront choisir. Première tendance, les catholiques traditionnalistes. Eux souhaitent préserver l'Église telle qu'elle était avant les grandes réformes du XXe siècle, notamment celle du Concile Vatican II. En clair, ils trouvent que l'Église s'est trop modernisée, ils n'ont jamais accepté les réformes de François, comme par exemple l'ouverture aux divorcés remariés, le rôle accru des laïcs ou encore le dialogue interreligieux. Surtout, ils prônent un retour de la messe en latin. Un des chefs de file de ce courant est Robert Sarah, cardinal ultra-conservateur guinéen, aux avis très tranchés, notamment sur les questions d'homosexualité et d'immigration. Deuxième tendance, les réformateurs progressistes. Eux incarnent l'héritage du pape François. Leur objectif est simple, poursuivre les réformes engagées depuis 2013. En clair, une église plus ouverte, moins centralisée et prête à accueillir davantage de diversité. Parmi eux, Matteo Maria Zuppi, archevêque de Bologne, se démarque. À 69 ans, il est vu comme le visage de ce courant. Proche du pape François, il s'est investi dans des missions de paix, notamment en Ukraine, et a toujours plaidé pour une église tournée vers les plus démunis. Les réformistes progressistes sont majoritaires parmi les cardinaux électeurs. Et c'est normal. Sur les 135 électeurs, le pape François en a nommé 108, vous l'imaginez, rejoignant plutôt sa vision. Mais auront-ils assez d'élan pour imposer leur vision lors du conclave? Eh bien, c'est toute la question. Troisième tendance, les centristes modérés. Une frange modérée, pragmatique, qui cherche un profil capable de rabibocher l'Église, divisée par 10 ans de tensions internes. Un pape de compromis, donc, qui connaît bien l'institution. Mais attention, dans un conclave, tout peut basculer. L'histoire l'a montré, il arrive qu'aucun favori ne passe, et que ce qu'on appelle un troisième homme émerge. En gros, c'est quelqu'un de discret, de consensuel, une personnalité qu'on n'attendait pas. En 1978, par exemple, c'était Karol Wojtyła, devenu Jean-Paul II. En 2013, c'était Jorge Bergoglio, devenu le pape François. Bref, ce genre de surprise pourrait se produire à nouveau. Alors, qui succédera à François? Un réformateur assumé, un modéré de compromis, ou une surprise sortie des coulisses? Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, les cardinaux électeurs européens ne seront pas majoritaires, le conclave ne commencera que dans quelques jours, mais dans les têtes et les cœurs des cardinaux, les débats sont déjà bien lancés.